Toute personne qui a un peu de vécu, moi ça fait 25 ans que je suis en Floride, a forcément remarqué à quel point le ciel a changé. On est passé d'un bleu assez limpide, avec des pluies plutôt régulières, à une sorte de voile brumeux, qui s'explique en grande partie par cet obscurcissement qu'ils cherchent à provoquer avec la géo-ingénierie. Sergey, le fondateur du Global Wellness Forum et de GreenMed Infocom. Dans cet épisode, on s'intéresse à une loi tout juste adoptée en Floride, la toute première aux États-Unis à criminaliser la géo-ingénierie et la modification du climat. Ces opérations sont censées contrer le réchauffement climatique. Officiellement, c'est assumé. Mais en réalité, elles impliquent l'utilisation de substances extrêmement toxiques, aussi bien pour la santé publique que pour l'environnement. Voici American Thought Leaders. Je suis Yann Yekelek. Sergey, c'est un plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Merci. L'honneur est pour moi. Sayer, la Floride vient de marquer l'histoire. C'est le tout premier État américain à adopter une loi criminalisant la géo-ingénierie et la modification du climat. Mais attendez une seconde, on fait une pause. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une telle loi? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Expliquez-moi ça. Absolument. D'abord, il y a ce que nos propres sens nous disent. Toute personne qui a un peu de recul, moi ça fait 25 ans que je vis en Floride, a forcément remarqué un changement radical dans l'aspect du ciel. On est passé d'un bleu plutôt limpide, avec des cycles de pluie assez réguliers, à une sorte de brume persistante, liée au fond à cet obscurcissement qu'ils cherchent à provoquer à travers la géo-ingénierie. Il y a d'ailleurs tout un historique, reconnu publiquement, de programmes censés, soi-disant, contrer le réchauffement climatique. Mais en réalité, ce qu'ils répandent, ce sont des substances extrêmement toxiques, aussi bien pour la santé humaine que pour l'environnement. Et c'est devenu un tel sujet de préoccupation, notamment ici, en Floride, qu'une immense mobilisation populaire a fini par pousser à l'adoption de cette loi. Vous allez devoir m'expliquer tout cela un peu plus en détail parce que franchement, pendant une bonne partie de ma vie, comme beaucoup de personnes, je n'avais absolument aucune idée que ce genre de choses existait. Quand cela a-t-il commencé exactement? Si l'on remonte un peu dans l'histoire de la modification du climat, la Floride a en réalité été l'un des points de départ de certaines de ces opérations. Ils ont cherché par exemple à dévier la trajectoire des ouragans en utilisant des substances comme l'argent pour modifier les précipitations et l'intensité des tempêtes. Plus tard, pendant la guerre du Vietnam, ces techniques ont été employées pour augmenter les pluies au-dessus de ce qu'ils désignaient comme étant l'ennemi. Le projet Popeye en est un exemple bien documenté. C'est l'un des premiers cas de militarisation réussie du climat. Il existe donc un historique assez long d'expérimentation visant à modifier et militariser le climat. Ici, en Floride, on observe aujourd'hui un ciel très brumeux, avec parfois des traînées dans le ciel qui ressemblent à des sortes de toiles d'araignée. C'est un changement frappant par rapport à ce que l'on considère comme un climat naturel. Et c'est précisément ce qui a poussé de plus en plus de gens, élus comme citoyens, à réclamer la transparence sur ces opérations. Pouvez-vous nous indiquer ce que nous pouvons apprendre à ce sujet en consultant des documents officiels? On sait que la modification du climat fait partie des priorités dans plusieurs États, notamment là où l'agriculture cherche à augmenter les précipitations. En général, ça se traduit directement par une meilleure croissance des cultures et donc par des revenus plus élevés. L'usage de substances, comme l'argent pour provoquer la pluie, est bien établi. Ce qui inquiète davantage, ce sont les autres opérations, plus discrètes, dont on ne connaît pas vraiment les objectifs. On sait seulement que des technologies de gestion du rayonnement solaire sont officiellement reconnues et qu'elles impliquent des substances comme le soufre, le calcium, le titane ou encore d'autres éléments utilisés pour créer un effet d'assombrissement. C'est l'un des sujets sur lesquels nous demandons des réponses, car les conséquences pour la santé publique peuvent être graves. Aujourd'hui, on retrouve des métaux dans les sols, dans la nourriture et dans l'air que nous respirons. C'est un sujet complexe. D'un côté, il y a la modification du climat à des fins agricoles, comme l'augmentation des pluies. En Floride, ce type de programme reste très marginal, il est surtout utilisé dans d'autres États. Mais ce qui est bien documenté, c'est que le carburant utilisé par l'aviation contient un grand nombre de métaux identifiés par des analyses indépendantes, notamment
diamants, de l'aluminium, du barium et d'autres substances préoccupantes. Et ça, c'est un problème majeur car l'aviation commerciale relève du gouvernement fédéral, à travers la FAA, la Federal Aviation Administration. Alors oui, la loi que nous avons adoptée en Floride n'est qu'un premier pas. Elle permet d'ouvrir un débat plus large. Car au fond, ce que tout le monde veut, c'est pouvoir respirer un air pur. Et on en a besoin, c'est l'un des objectifs essentiels. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. 34 États ont déjà présenté des projets de loi pour interdire ou mieux encadrer les opérations de modification du climat dans ce pays. Je vais clairement creuser le sujet, d'autant plus que vous avez joué un rôle important dans l'adoption de cette loi en Floride. Mais ça me fait penser à une déclaration de Bobby Kennedy lui-même lorsqu'il était invité chez le Dr Phil. On lui a posé une question sur ce sujet et voici ce qu'il a répondu, je le cite. « Ce n'est pas quelque chose que fait mon agence. Nous ne faisons pas ça. Je pense que c'est la DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, qui s'en charge. Et beaucoup de ces substances proviennent aujourd'hui du carburant pour avions. Ces matériaux sont ajoutés directement au carburant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça cesse. On va recruter quelqu'un dont ce sera la mission exclusive, découvrir qui est derrière tout ça et les tenir pour responsables. » Il y a donc visiblement un certain intérêt pour la question au niveau fédéral. Tout à fait. En avril, Bobby a d'ailleurs réagi à notre annonce. À ce moment-là, 24 États avaient déjà présenté une législation, ce qui était incroyable. Il a déclaré que chaque personne du mouvement Make America Healthy Again devait soutenir cette initiative et que le ministère de la Santé reconnaît au moins une chose, l'environnement, l'air qu'on respire, l'eau qui s'infiltre dans nos sols, les métaux qu'on retrouve dans notre alimentation, tout cela doit devenir une priorité. Il a reconnu ce point-là et c'est la première fois que l'exécutif envoie un signal aussi fort en soutien à un mouvement qui vient véritablement de la base. Ce sont les citoyens qui se lèvent et disent « Regardons la réalité en face et agissons ». C'est le moment idéal pour en apprendre un peu plus sur vous, votre parcours, ce qui vous motive et votre lien avec le mouvement MAHA. J'ai commencé comme militant de terrain en lançant un site web au début de ma carrière en 2007 qui s'appelait greenmedinfo.com. C'était l'un de mes projets, presque une obsession, rassembler et classer toutes les études que je pouvais trouver sur les approches naturelles, mais aussi sur les effets indésirables non intentionnels des interventions médicales conventionnelles. Ça pouvait aller de la mammographie à la vaccination. Ce site, qui répertorie aujourd'hui près de 100 000 études, a été très controversé. À l'époque, bien avant que MAHA prenne de l'ampleur ou que Whole Foods et la santé naturelle deviennent à la mode, on nous voyait comme des marginaux. La santé naturelle, pour beaucoup, c'était quelque chose d'ésotérique, basé sur des anecdotes. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller chercher dans ce que j'appelle la littérature sacrée du monothéisme médical dominant aux États-Unis. Autrement dit, les recherches publiées et validées par des pairs pour que chacun puisse avoir accès à l'information et faire ses choix en connaissance de cause. J'ai vraiment été stupéfait au fil des années de découvrir à quel point il existe une quantité impressionnante de recherches validées par des pairs dans plein de domaines. Par exemple, sur les propriétés médicinales ou les effets bénéfiques de certains aliments. Je me souviens d'un échange avec le docteur Paul Marik que j'ai reçu dans cette émission où il évoquait justement ce sujet. Il expliquait avoir découvert que la berbérine est largement étudiée dans la littérature scientifique pour le traitement du diabète, ou encore que certains composés présentent des propriétés anti-cancer. Il utilise d'ailleurs l'intelligence artificielle pour analyser à nouveau des études évaluées par des pairs qui montrent, par exemple, que le thé vert ou le curcuma ont des effets préventifs puissants contre le cancer et d'autres maladies. C'est passionnant et pourtant, ce n'est pas vraiment le genre d'information dont on entend parler au quotidien, n'est-ce pas? Et vous documentez tout cela depuis des années sur votre site. Ensuite, vous vous êtes impliqué dans MAHA. Mais au fait, qu'est-ce que MAHA? Je crois que je n'ai pas encore eu la réponse à cette question dans cette émission.
Je pense que c'est un mouvement de type populiste qui cherche à proposer des alternatives au modèle médical conventionnel. Un modèle largement influencé, comme on le sait, par les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Cela ne veut pas dire qu'il y a forcément de mauvaises intentions derrière. C'est simplement un modèle économique bien rodé. On traite les symptômes, souvent avec des substances chimiques, des produits xénobiotiques, brevetés, autrement dit des médicaments, sans vraiment s'attaquer aux causes profondes. Ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup des symptômes qu'on cherche à soigner peuvent eux-mêmes être provoqués par certains de ces mêmes types de produits chimiques. On se retrouve donc dans une situation un peu absurde où les soins standards reposent sur des interventions qui, au fond, consistent à introduire dans le corps des substances artificielles et non des composés naturels. La médecine naturelle, elle, part du principe que le corps est un organisme vivant, naturel, et qu'on devrait pouvoir utiliser les remèdes que les êtres humains connaissent depuis des millénaires pour survivre et parfois même pour s'épanouir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en quelque sorte une renaissance de cette sagesse ancienne, éclairée par les découvertes de la science moderne. Et moi, dans tout ça, je me suis contenté de mettre en valeur la recherche qui va dans ce sens. Ce n'était pas censé être polémique, mais parmi les 10 000 bases de données que j'ai indexées, il y en a une qui traite de l'inefficacité ou des risques liés à certains vaccins. Et c'est ce sujet-là, bien sûr, qui a déclenché la controverse. Vous êtes vraiment impliqué dans le Global Wellness Forum qui, je crois, a joué un rôle clé dans l'adoption de cette loi en Floride. Et honnêtement, cette loi fait aujourd'hui figure de modèle pour de nombreux autres États. On est à combien déjà? Environ 36? À 34, mais d'autres sont en préparation. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est clairement pas qu'une affaire propre à la Floride. On dit parfois que la Floride est un peu à part. Mais non. C'est un sujet que beaucoup d'États prennent très au sérieux. Et pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui ait émergé dans la conscience collective. Moi-même, je n'en avais pas du tout conscience. Si vous êtes un peu comme moi et que vous passez pas mal de temps sur les réseaux sociaux, c'est fou le nombre de publications qu'on voit passer sur ce qu'on appelle les chemtrails. Ce terme revient souvent pour désigner les modifications du climat qui semblent évidentes et artificielles. Les gens ne savent pas vraiment ce qui en est la cause. Et c'est justement l'une des grandes raisons pour lesquelles de plus en plus de personnes veulent aujourd'hui légiférer. On est face à un vrai mouvement populaire qui touche à un droit fondamental, celui de la souveraineté corporelle. Je pense que, après ces 5 années marquées suite à la déclaration d'une pandémie, il y a eu un réveil massif autour de la question du choix individuel, du consentement éclairé. Ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est un mouvement profondément non partisan soutenu par une majorité d'Américains. Et je dirais même que c'est un très beau mouvement autour de la souveraineté. Mais il faut aussi avoir le courage d'aborder l'éléphant au milieu de la pièce, ce qui se passe dans nos cieux et ce que nous respirons chaque jour. Et le Global Wellness Forum, d'où vient-il? Marya Maples, le Dr Ed Group et moi-même avons décidé, parce que nous avons une belle histoire de collaboration, disons, en coulisses, en tant qu'activistes engagés pour la santé naturelle, de rassembler des coalitions qui, depuis plusieurs décennies déjà, ont prouvé de manière indépendante qu'elles représentent réellement la volonté du peuple. Ces coalitions s'appuient sur des valeurs fondamentales comme la transparence, l'honnêteté radicale et la responsabilité radicale. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes valeurs que nous faisons vivre à travers des coalitions nationales et internationales pour faire avancer des causes majeures comme celle de la géo-ingénierie. MAHA existe depuis longtemps avec 16 conseils en activité. Et à la base du mouvement, on retrouve des parents dont les enfants ont été victimes d'effets secondaires graves après des vaccinations. Des parents à qui les médias et l'establishment médical ont fait croire qu'ils avaient tort, alors qu'ils avaient vu leur enfant subir, par exemple, des lésions cérébrales provoquées par un vaccin. Aujourd'hui, on a des figures comme Bobby, à des postes d'influence, qui portent enfin ce que nous, le peuple, demandons depuis des années. Quand je pense à MAHA, je pense à des personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, été blessées ou lésées par le système médical tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est ça qui les a transformés. Presque toutes les personnes que j'ai rencontrées qui se disent liées à MAHA ont ce point commun. Les raisons peuvent être très diverses, bien sûr.
Mais à un moment donné, comme vous l'avez très bien dit, elle se retrouve en quelque sorte du mauvais côté d'un débat. Elle formule des questions ou soulève des doutes qu'on n'est pas censé exprimer. Et elles se disent « mais j'essaie juste de protéger la santé de mon enfant ». Ce sont des gens qui cherchent des solutions à des problèmes que le système en place refuse parfois même de reconnaître, n'est-ce pas? Au fil des années, c'est donc toute une sous-culture qui s'est formée, un réseau de personnes qui se retrouvent et qui se disent entre elles « et toi, comment tu fais? Moi, j'ai besoin d'une solution et le système ne m'en propose pas vraiment. » Et en réalité, il existe beaucoup de solutions, d'approches différentes, voire de recherches solides sur le sujet. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que vous, Maria Maples et d'autres autour de vous, venez d'horizons très différents, avec des centres d'intérêt parfois très variés. J'ai rencontré récemment un groupe, par exemple, qui travaille sur les thérapies géniques. Il y a donc une vraie diversité d'approches, d'expertise et de vision du monde, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est justement ce qui rend ce mouvement si beau. Il rassemble vraiment des personnes de tous horizons à partir du moment où elles partagent ces valeurs fondamentales. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se plier à un parti politique ou à une quelconque affiliation. Ce qu'on défend, au fond, c'est une forme de savoir inné que nous avons tous en commun. L'idée que notre état naturel, c'est d'être heureux et en bonne santé. Et pour moi, c'est ça, le cœur de Maha. Et une caractéristique essentielle, je pense, c'est de s'attaquer aux causes profondes des maladies plutôt que de simplement traiter les symptômes, si j'ai bien compris. Oui, complètement, à 100%. En dehors du modèle qui cherche vraiment à s'attaquer aux causes profondes de la maladie, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un excellent modèle économique basé sur un abonnement à vie en quelque sorte, non? La médecine est l'un des secteurs les plus rentables au monde, avec une armée de représentants, des pharmacies, jusqu'au personnel hospitalier plus grande que celle de bien des pays. Mais ce système est aussi en train de changer. Je pense qu'après tout ce que les gens ont vécu avec des interventions imposées, parfois forcés, beaucoup ont ressenti un certain malaise éthique, une forme de collusion. Et aujourd'hui, ils se tournent avec enthousiasme vers Maha. Ils comprennent qu'il existe une autre voie, qu'on peut tirer des leçons du passé et aller de l'avant de manière positive. Bien sûr, la médecine allopathique a toute sa place, surtout en cas d'urgence, quand il faut sauver des vies. Mais pour les maladies chroniques, on ne peut pas se contenter de masquer les symptômes. Il faut aller à la racine du problème et la traiter. Vous voulez dire que toutes les maladies ne viennent pas forcément de pathogènes, c'est bien ça, que certaines sont simplement liées à de mauvais choix alimentaires. Je me considère comme un étudiant de la littérature biomédicale. J'ai consulté près de 2 millions de références pour en extraire 100 000 que j'ai rassemblées sur GreenMedInfo. Et l'un des éléments qui m'a le plus surpris et même troublé au début des années 2000, c'est cette explosion d'articles sur le microbiome et la découverte que la majorité du matériel génétique présent dans notre corps provient en réalité de virus, de champignons, de bactériophages, tous ces microbes qu'on nous a appris à voir comme la cause principale des maladies. Ce concept, c'est ce qu'on appelle l'holobionte, l'idée que nous sommes un organisme complètement fusionné avec le microbiome de la planète et que nous avons besoin d'être exposés à lui. En d'autres termes, oui, les infections existent, y compris les infections opportunistes. Mais si vous nourrissez certaines bactéries de votre propre microbiome avec, disons, du sirop de maïs à Joe de teneur en fructose, elles vont proliférer et créer des déséquilibres. Mais ces bactéries ne sont pas la cause de la maladie. Le problème vient souvent d'un facteur environnemental, d'une exposition alimentaire ou même parfois d'un facteur psychologique, comme la peur induite par l'idée que des particules invisibles ou des gènes seraient responsables de votre état de santé, alors qu'on vous fait croire que vous n'avez aucun contrôle là-dessus, à part éviter l'exposition. Donc, en fait, avec la souveraineté vient aussi la responsabilité. Il faut donc en quelque sorte assumer ce que l'on mange. Cela fait aussi partie du mouvement. Absolument. En fait, c'est le Dr Ed Group qui a inventé cette expression « Make yourself healthy again » pour rappeler aux gens que tout part d'une prise de responsabilité radicale vis-à-vis de sa santé, et même vis-à-vis de sa maladie. Car si vous avez contribué à la créer ou à la co-créer, alors vous avez aussi le pouvoir de la déconstruire. C'est toute la force de cette idée de responsabilité radicale en matière de santé. Elle s'oppose totalement au modèle allopathique traditionnel, qui considère souvent la maladie
maladie comme une sorte de bombe à retardement qui vous tombe dessus sans prévenir. C'est une vision très fataliste et qui ne colle pas du tout avec ce que nous apprend la nouvelle biologie. En réalité, tout est largement lié à ce que nous mangeons ou à ce que nous ne mangeons pas, et aux expositions chimiques, environnementales, émotionnelles que nous subissons au quotidien. Très bien. Parlons un peu de ce que vous avez découvert sur les aliments. Vous vous décrivez comme un éternel étudiant des propriétés curatives de la nourriture. Eh bien ici, on a du matcha, dont je suis un peu accro, comme mon producteur ici pourra vous le confirmer. J'ai toujours eu l'intuition que c'était un produit formidable. Et là, vous êtes en train de me conforter dans cette idée. Alors, racontez-moi un peu, qu'en est-il du thé vert et plus particulièrement du matcha? Ce qui est génial avec le matcha, surtout si on le compare au café, c'est qu'il contient plusieurs composés bénéfiques, notamment pour le cerveau. Il a ce qu'on appelle un effet neuritogène. Il stimule les cellules souches neuronales et favorise leur régénération. Le café peut avoir des effets positifs sur la concentration ou la vigilance, mais il n'a pas forcément ce type d'impact sur le cerveau. Le matcha, lui, a d'autres super pouvoirs. Par exemple, il contient de la L-théanine, un acide aminé qui aide à faire baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress. Alors que chez les buveurs de café, le cortisol a tendance à rester plus élevé, ce qui peut rendre plus nerveux, perturber le sommeil et maintenir un taux de sucre élevé dans le sang. À l'inverse, le matcha peut même favoriser un meilleur sommeil, à condition, bien sûr, de ne pas le boire trop tard dans la journée. Ce qui est aussi fascinant, c'est que sur GreenMed Info, nous avons recensé plus de 500 pathologies pour lesquelles des études scientifiques ont mis en évidence un effet préventif, atténuant, voire thérapeutique, de certains composés du thé vert. Cela s'explique en grande partie par les polyphénols, ces antioxydants puissants qui ont un impact direct sur le métabolisme des mammifères. C'est une autre façon de penser la nutrition en considérant non seulement les nutriments, mais aussi l'information contenue dans les aliments. Peu de gens le savent, mais tout ce qu'on mange contient des micro-ARN, de minuscules molécules qui peuvent pourtant avoir un effet biologique majeur. Ces micro-ARN peuvent, par exemple, empêcher l'expression de certains gènes qui produiraient des protéines potentiellement nocives. Et c'est souvent grâce à ces mécanismes que notre corps évite, par exemple, le développement de cancer. C'est ça qui est passionnant. Le matcha, en quelque sorte, contient un véritable logiciel biologique qui agit directement sur notre matériel cellulaire. Autre point peu connu, le matcha est très riche en chlorophylle. Et cette chlorophylle entre dans nos mitochondries, nos centrales énergétiques, et augmente la production d'ATP qui est la molécule de base de notre énergie vitale. En fait, les humains sont capables d'utiliser la lumière à travers un métabolite de la chlorophylle pour produire de l'énergie. Nous ne sommes pas que des hétérotrophes, c'est-à-dire des êtres vivants qui se nourrissent d'autres êtres vivants, comme on nous l'a toujours appris. Une étude de 2012 a montré que les mammifères peuvent intégrer de la chlorophylle dans leurs mitochondries et utiliser la lumière du soleil pour en tirer de l'énergie métabolique. Autrement dit, nous sommes aussi d'une certaine manière des photohétérotrophes. Et ça, très peu de gens le savent. Oui, par un intermédiaire, bien sûr. Oui, c'est un peu comme si on avait des panneaux solaires à l'intérieur du corps. C'est comparable à la mélanine qui joue un rôle un peu similaire. Je pense que, comme la plupart des Américains ne consomment pas assez de chlorophylle, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on observe une amélioration de santé aussi spectaculaire dès qu'on commence à boire du matcha à la place du café, ou même juste en remplaçant la deuxième tasse de café de la journée. Et comme je l'ai mentionné, il a aussi de puissantes propriétés anticancéreuses. Dans les études basées sur l'intelligence artificielle qui analysent l'impact de différents aliments et composés sur le développement du cancer, le matcha arrive en tête de liste. Exactement. En fait, nous avons recensé 150 actions pharmacologiques différentes que le thé vert exerce dans le corps. C'est un peu comme une déesse aux multiples bras, capable de remplir toutes ses fonctions en temps réel. Ce qu'aucun médicament pharmaceutique ne peut faire parce que les médicaments sont des monocomposés. Et ça, c'est très difficile à faire fonctionner dans un système aussi complexe et fractal que le corps humain. Les composés naturels, eux, sont à la fois chimiques
et informationnels. Ils interagissent donc avec notre corps, non seulement sur le plan biochimique, mais aussi à un niveau énergétique et informationnel. C'est un paradigme complètement différent. Fascinant. Je n'en avais jamais entendu parler. Toutes les recherches sont disponibles sur mon site. Pourquoi ne pas me donner quelques exemples de découvertes que vous avez faites au fil de vos recherches? Des choses aussi étonnantes que celles-là, ou même encore plus surprenantes. Des pratiques qu'on devrait adopter, ou des choses simples qui pourraient vraiment nous aider au quotidien. L'une des choses les plus fascinantes, surtout pour les femmes, qui sont souvent au cœur du mouvement pour la santé naturelle parce que ce sont elles qui, bien souvent, prennent soin de leurs proches, c'est qu'on ne réalise pas toujours ce qui se passe dans le corps avec l'âge. Beaucoup de femmes ignorent qu'en vieillissant, leurs ovaires réduisent leur production d'hormones stéroïdiennes essentielles. Et en situation de stress, les glandes surrénales vont puiser dans la progestérone produite par les ovaires pour fabriquer plus de cortisol, ce qui accélère le vieillissement. À l'arrivée de la périménopause ou de la ménopause, on voit alors apparaître toute une série de symptômes. Dépression, prise de graisse abdominale, perte de densité osseuse, fragilité du squelette. Ce que peu savent, c'est qu'en consommant ce qu'on pourrait appeler les ovaires, des plantes à fleurs, les angiospermes, qui représentent environ 70% de notre alimentation terrestre, ces plantes peuvent, d'une certaine façon, prendre le relais de la fonction ovarienne. Dans les modèles animaux, lorsqu'on retire les ovaires à des rats, elles développent tous les signes typiques du vieillissement. Mais si on les nourrit avec des prunes, des oranges ou mieux encore de la grenade, c'est comme si on n'avait jamais retiré leurs ovaires. Et si vous regardez une grenade coupée en deux, elle ressemble exactement à un ovaire de mammifère. Ce n'est pas qu'un symbole. Elle contient de l'estrone bioidentique, l'un des 3 œstrogènes produits naturellement par les mammifères. Elle contient même de la testostérone, ce que les hommes devraient aussi connaître. C'est ce qu'on appelle la loi des signatures, cette idée magnifique selon laquelle la nature nous indique, par la forme ou l'aspect d'un aliment, à quel organe il est destiné, comme un clin d'œil cosmique à notre coévolution avec les plantes. Ce fruit nourrit cet organe. Et aujourd'hui, on a la validation scientifique pour confirmer que la grenade est une véritable alternative naturelle à l'hormonothérapie substitutive, HRT. Ce n'est pas un hasard si elle est traditionnellement associée à la longévité et à la fertilité un peu partout dans le monde. Elle regorge de bienfaits. Encore plus étonnant, la grenade contribue aussi à réduire la plaque artérielle. Si vous en avez déjà goûté, vous savez à quel point c'est astringent. Et la muqueuse de la bouche, sur laquelle cet effet se produit, est la même que celle qui tapisse vos vaisseaux sanguins. Elle agit donc comme un nettoyant naturel pour les artères. Une étude israélienne a d'ailleurs montré une réduction de 30% de la plaque dans les artères carotides, simplement en consommant du jus de grenade. Si cela ne menaçait pas certains intérêts pharmaceutiques, et si davantage de gens adoptèrent les principes de Maha, ce serait un sujet de débat public mondial. Parce que, rappelons-le, la première cause de mortalité dans le monde occidental, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et le simple fait de manger de la grenade pourrait épargner d'immenses souffrances. C'est un témoignage extraordinaire de la façon dont la nature place souvent les solutions, juste sous nos yeux. La grenade saigne comme un cœur, elle ressemble à un cœur, et elle prend soin du cœur. Elle ressemble à un ovaire, et elle soutient la fonction ovarienne. Et ce n'est pas un cas isolé. Prenez la noix, par exemple. C'est un parfait symbole. Elle a 2 hémisphères, riches en oméga 3, essentiels pour le cerveau, qu'on trouve rarement dans d'autres noix ou graines. Elle est entourée d'une enveloppe qui ressemble au méninge et elle contient des composés neuroprotecteurs dont les effets sont prouvés, notamment contre Alzheimer. Et quand on regarde sa forme, c'est quasiment une reproduction miniature du cerveau humain. La symétrie est parfaite. Quand j'ai interviewé le docteur Marik à propos de ce qu'il avait découvert dans la littérature scientifique sur le cancer, il a passé en revue toutes les publications disponibles, y compris beaucoup dont il n'avait jamais entendu parler pendant la majeure partie de sa carrière. L'une des choses qu'il a mises en évidence, c'est qu'une combinaison d'oméga 3, d'exercice physique et de vitamine D permettrait, selon une étude assez rigoureuse, de réduire l'incidence du cancer d'environ 40%. Quand on lit ça, on se dit, c'est tout simplement stupéfiant, non? Et ce n'est pas une corrélation vague ou anecdotique, c'est un résultat solide, reproductible. Donc, encore une fois, on ne peut s'empêcher de se poser la question. Combien de vies auraient pu être épargnées si cette information
informations avaient été largement partagées. Évidemment, ce n'est pas une garantie individuelle automatique, mais le fait est là. Si davantage de gens suivaient ces recommandations, il y aurait très probablement beaucoup moins de cancers. C'est indéniable. Il y a énormément d'autres exemples. Par exemple, une étude clinique récente a montré que l'association d'huile de nigel et de miel réduisait de façon spectaculaire la mortalité chez les personnes diagnostiquées avec un Covid. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où des composés non brevetés accessibles à tous ont montré des effets bénéfiques que n'ont jamais pu offrir certaines interventions médicales pourtant approuvées par la FDA. Prenez la recherche sur Alzheimer, par exemple, que Bobby a récemment qualifié d'échec total. Des milliards de dollars ont été investis autour de l'idée que c'était une maladie à prions, sans lien avec l'exposition aux métaux ou d'autres causes connues de lésions cérébrales. Et pourtant, il existe une multitude d'études montrant qu'on peut inverser certains aspects de la pathologie d'Alzheimer avec des substances comme la curcumine. C'est un ensemble de recherches bien établi. Mais à ma connaissance, aucun média grand public n'en parle. Et pourtant, ça existe noir sur blanc dans la littérature scientifique. Il y a littéralement des dizaines, des centaines de milliers d'exemples comme celui-là. Et j'ai eu la chance, à travers mon travail, de pouvoir en rassembler un grand nombre, ce que j'appelle des perles cliniques. On parlait un peu plus tôt de la vue et nos spectateurs auront sans doute remarqué que je porte de plus en plus souvent des lunettes. Dites-moi, est-ce qu'il existe des choses qui peuvent vraiment aider sur ce plan-là? Évidemment, je précise tout de suite, il ne s'agit pas d'une solution miracle à 100%, ce n'est pas une panacée. Ça ne va pas tout régler d'un coup, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est d'accord. Mais qu'avez-vous découvert de votre côté en matière de vision? L'une des études les plus étonnantes que j'ai pu consulter portait sur un modèle animal de cataracte. Les chercheurs ont utilisé de l'extrait d'herbe de blé et après seulement quelques mois à nourrir les animaux avec de l'herbe de blé en poudre, même pas fraîche, ils ont constaté une réduction de l'opacité du cristallin allant jusqu'à 40%. C'est énorme, surtout quand on sait que la cataracte est un facteur précurseur de cécité et que beaucoup de personnes de notre génération commencent à en développer. Le simple fait de savoir qu'on peut inverser ce processus avec quelque chose d'aussi simple qu'un extrait végétal, c'est franchement révolutionnaire. Une des raisons, c'est que les cellules végétales contiennent ce qu'on appelle des cellules méristématiques, une lignée cellulaire immortelle. D'où vient toute la biomasse sur cette planète, y compris la nôtre. Elle remonte à un ancêtre commun universel, connu sous le nom de LUCA, Last Universal Common Ancestor, vieux d'environ 3,4 milliards d'années. Cette lignée ne s'est jamais arrêtée de se diviser depuis. Elle est immortelle. On la retrouve dans le sperme, dans les ovaires et aussi dans certaines plantes, comme l'herbe de blé. Donc, d'après ce que j'ai compris, on est clairement au-delà de ce que la simple biochimie peut expliquer. Il y a un aspect du vivant qui reste, en grande partie, mystérieux. Mais quand on voit ce genre de résultats, une chose devient évidente. On peut réellement activer des processus de régénération et même inverser le vieillissement avec des composés naturels de façon beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Quels sont les prochains projets du Global Wellness Forum dans le cadre de votre travail? En ce moment, nous travaillons avec de nombreux États et différents responsables influents pour rédiger des propositions de loi type et offrir un soutien éducatif. L'un des principaux moyens par lesquels nous avons pu contribuer à faire avancer le mouvement MAHA, c'est grâce à l'un de nos partenaires de coalition, Stand for Health Freedom, que j'ai cofondé. C'est une organisation à but non lucratif de type 501C et 4. Et nous avons pu faire avancer pas mal de changements législatifs en facilitant l'engagement des citoyens. Une partie de notre travail consiste aussi à collaborer avec d'autres membres de la coalition pour accompagner la nouvelle administration dans ses efforts. Le Global Wellness Forum s'appuie sur des partenaires internationaux comme le World Council for Health. C'est donc un mouvement véritablement mondial et c'est très inspirant. Même lors de la procédure de confirmation de Bobby, on a vu un enthousiasme énorme. On a lancé une pétition et des personnes issues de plus de 100 pays y ont répondu en exprimant leur souhait de le voir confirmé. Finalement, le mouvement Make America Healthy Again, c'est, j'en suis convaincu, un mouvement global. Et c'est exactement ce que le Global Wellness Forum cherche à soutenir. Sayerji, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans l'émission. L'honneur est pour moi. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir suivi cette émission avec Sayerji et moi. C'était American Thought Leaders.